Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission quotidienne du 19 janvier. Bain de sang à venir sur le Bitcoin, on va voir le price action, on va faire un tour sur les news du jour et on va essayer de prendre de la hauteur à la fin de la vidéo. On va regarder, on va vraiment dézoomer, prendre de la hauteur et voir sur le long terme ce que ça représente et on verra en fait qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. En revanche, si on prend évidemment la map au niveau daily, bah, tout est rouge, mais c'est pas plus mal. Moi ce que je dis, faut apprendre à aimer le rouge et moi c'est mon cas. C'est là où tu fais tes meilleurs achats, c'est pas du tout dans le vert. Donc si vous avez encore de l'argent à mettre, ou comme c'est mon cas, et ben, je suis content que tout soit dans le rouge. Évidemment, si on prend sur le monthly ou en année, et ben, on voit que il n'y a rien de grave. Donc bon, pour l'instant ça va. Au niveau des volumes, on est remonté comparé à hier. Hier, c'était vraiment des volumes très très bas. Là, on est remonté surtout sur le niveau du Bitcoin, parce que durant la dernière semaine, on voyait que c'était vraiment pas mal Ethereum qui prenait des volumes. Là, c'est revenu à la normale, on va dire, où c'est vraiment Bitcoin qui reprend pas mal de volume. Et je pense que c'est lié par rapport à tous les mouvements de Grayscale, des ETF. On va aller voir ce qui se passe. Niveau Twitter, rapidement, il y a Goku qui nous a fait quelques stats sur les ETF spot Bitcoin au 5e jour, ça fait même pas une semaine, on va dire ça fait tout pile une semaine, ouvrez. On a eu plus de 10 000 Bitcoins qui ont été absorbés par le ETF de BlackRock, c'est eux qui ont vraiment la majorité du volume, comme d'habitude, franchement ça ne trompe jamais, les leaders les plus forts c'est eux, là c'est encore une fois vrai, avec plus de 8700 BTC, une valeur de 360 millions de dollars. Donc en fait, lorsque hier on a vu les ventes que Grayscale s'apprêtait à faire, à hauteur de entre 350 et 400 millions de dollars, ça nous faisait peur, normal, mais au final, avec tous les autres acheteurs qu'il y a à côté, notamment BlackRock, et bah en fait, ils absorbent toute la baisse, quoi. Donc Grayscale qui continue à vendre, et depuis le lancement des ETF, on a eu plus de 2,8 milliards de dollars d'achats de la part des institutionnels, donc évidemment, ça a absorbé, même plus que ça, les ventes de Grayscale, c'est énorme. En 5 jours, on a vraiment des sous énormes, et c'est vraiment ce qu'on pensait, c'est ce qu'on disait aussi dans la vidéo d'hier, lorsqu'on parlait du plus gros bull run de l'histoire, mais l'impact des ETF à moyen long terme, ça va être ça. Ça va être aucun particulier n'a ce genre d'argent, et là, rien qu'en 5 jours, les institutionnels, on parle déjà en plusieurs milliards de dollars, donc franchement, le gros de l'argent, c'est eux, et c'est eux qui vont amener le cours à la hausse ou à la baisse, clairement, avec des volumes énormissimes. Ensuite, on a le journal du coin qui nous fait un snapshot, on va dire, de l'état du marché. Mais moi, c'est un des journaux que j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi ici il nous parle de Multiversix. Je pense que c'est payé. Franchement, ça doit être leur gagne-pain. Mais je trouve ça très bizarre de parler d'un coup comme ça de Multiversix en se faisant pas de EGLD, on va dire, en se faisant une analyse très bizarre sur SGLD, la présentant comme une crypto qui surperforme tout le marché, qui est en tendance haussière, qui est superbe, etc. Franchement, moi, c'est dans le top 50. Il dit c'est dans le top 50, c'est une grosse crypto. C'est dans le top 50. Moi, je vous passe les 49 autres cryptos et je vous fais la même analyse. Et je vous dis que même que c'est plus bullish que GLD. Dans le top 50, il y a beaucoup de cryptos qui sont bien plus bullish que GLD. Et c'est pour ça que j'ai vendu mes GLD pour acheter ces cryptos-là. Donc, je trouve ça très bizarre de pousser, de mettre en avant comme ça une crypto. Bon, je suis pas contre, mais bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ça apparaît dans les news quotidiennes? Donc franchement, très bizarre. Alors que d'habitude, j'aime beaucoup ce site. Ensuite, news qui vient rebalancer la peur qu'on disait hier ou avant-hier sur Tether et l'USDT. C'est tout simplement Tether qui accumule des bitcoins comme jamais. Ils ont acheté plus de 8888 bitcoins de plus dans leur trésorerie. C'est vraiment une machine à cash. Donc en fait, c'est très bizarre. Il y en a qui va trouver par rapport à nous. Comment est-ce qu'on doit. Qu'est-ce qu'on doit penser en fait sur eux? D'un côté, mais moi c'est ce que je pensais aussi, c'est que c'est une machine à cash et c'est vrai, ils investissent énormément, ils sont surcollatéralisés, etc. Donc ça c'est bon signe. De l'autre, il y a le FUD. À chaque fois, il n'y a pas de fumée sans feu. À chaque fois, ils sont dans des embrouilles, ils sont dans des choses spéciales qui se passent. Le CEO de je ne sais plus quelle compagnie qui va sur un plateau télé qui ne parle que d'eux, alors qu'il n'y a ça ne fait aucun sens de parler d'eux. Ça me fait penser un peu comme, je sais pas, on cherche quelque chose, on cherche le coupable de quelque chose, et vous avez votre ami à gauche qui dit directement ah non je vous assure c'est pas moi, alors que personne ne le soupçonnait. Tout de suite vous allez vous dire mais c'est toi, on sait que c'est toi, tu vois. Donc c'est bizarre. C'est exactement un peu cette situation. Donc bon, d'un côté c'est bon, d'un côté c'est pas bon. Franchement, on sait pas trop quoi en penser. Soyons prêts dans les deux cas, mais j'espère évidemment pour l'écosystème qui vont rester les leaders des stablecoins. Sinon ça ferait vraiment trop mal. Encore une fois, c'est toujours sur le même sujet, mais les stablecoins, maintenant, ce sont désormais les actifs crypto préférés des cybercriminels. C'est venu en même temps qu'un peu tout le FUD sur Tether. Il y a pas mal de rapports qui disent maintenant que c'est plus le Bitcoin qui est utilisé par les cybercriminels, mais c'est les stablecoins, en raison, par principe, de leur parité avec le dollar. Les cybercriminels, maintenant, préfèrent
garder leurs fonds volés en stablecoin. Donc bon, ok. Après, encore une fois, c'est pas pour autant qu'on doit supprimer l'USDT ou Tether. C'est pas parce que il y a du blanchiment d'argent, il y a du trafic de drogue qui est fait avec le dollar que le dollar est supprimé. Donc on doit avoir la même manière de penser avec l'USDT. Autre news intéressante, on a parlé hier pendant notre vidéo sur le bull run, c'est la consommation d'énergie durable du minage du Bitcoin qui a atteint un niveau record de 54%. Et on en parlait pourquoi? Parce qu'on savait que Tesla avait arrêté de prendre le Bitcoin comme moyen de paiement parce que le Bitcoin était en dessous de ses 50%, il symbolique de 50%. Et Tesla avait annoncé que lorsque le Bitcoin passerait au-dessus de 50%, ils allaient réaccepter le Bitcoin comme moyen de paiement sur les Tesla. Et maintenant c'est le cas. Et je pense que plus ça va aller, plus ce chiffre va augmenter en fait. Vous voyez, c'est clairement croissant. On était au 50% il y a 6 mois, et là on est déjà au 55%. Je pense qu'avec le bull run, ça va augmenter. Donc tant mieux. Ensuite, on a la news qu'on a passée il y a 2 jours sur Coinbase contre la SEC, où Coinbase a déposé une requête en... C'est marqué où? Une requête, en gros, ils voulaient annuler l'attaque que la SEC faisait contre eux. Et on avait vu à quel point c'était rare que cette requête soit acceptée en fait, que cette attaque soit rejetée par la juge, et là l'affaire serait sur le point d'être abandonnée, quand bien même c'est très rare. Donc ça confirme bien ce qu'on pensait, que la SEC en fait c'était simplement ils ont été manipulés pendant l'année 2023 pour faire peur à tout le monde, peur au marché. Maintenant que les ETF spot ont accepté, et ben en fait toutes leurs attaques n'ont plus de poids parce qu'ils se sont avoués vaincus et ils ont accepté les ETF spot. Donc je pense, encore une fois, que Coinbase va bien s'en sortir, de même avec Binance, parce que la SEC est aussi contre Binance. Maintenant, passons au niveau graphique. Il y a pas mal de choses à passer. Niveau graphique, hier, on a connu une journée assez compliquée. Je vois, tout le monde a peur, hein, c'est normal, on vient de se prendre moins 5%, moins 15-20% depuis le top local. Beaucoup de monde a peur. Et niveau daily, déjà sur Bitcoin, rien que niveau daily, il n'y a rien d'alarmant. Franchement, la vente de Grayscale, je pense, s'est fait absorber. Et on est simplement en bas d'un range. Donc le principe d'un range, c'est qu'on fasse comme ça, hein. Là, on est en bas du range, il n'y a rien de spécial. Même les plus courageux pourraient long. Bon, après, c'est pas ce que je précommande, mais voilà. Maintenant, l'objectif, c'est de remonter sur le range et d'aller à cette résistance-là. Pourquoi? Parce qu'on est simplement un support. Le rôle d'un support, c'est de supporter le cours. Donc là, d'ici là, rien de bien particulier. Après, plus on teste un support, moins il devient crédible. Parce que tous les acheteurs qui voulaient acheter autour des 41 000 $, et bah, ils ont acheté un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Ils vont pas tenir comme le cours pendant 2 mois, hein. Donc il y a un moment où le support, plus on l'attaque, moins il devient puissant. Ok. Donc ça fait clair, il y en a pas mal, ça fait peur. Nous, c'est ce qu'on privilégiait depuis tout le temps. Je disais, et je préfère toujours, c'est ce que je pense encore, c'est mon scénario favori, c'est d'aller venir respirer au niveau du RSI. Quand on prend en weekly, d'aller au moins sur les 38 000 $, si ce n'est sur les 35 000 $. Ça fait peur parce qu'on était aux 48 000, mais en weekly, il y a clairement rien d'alarmant. Si on voit, on a connu 2 mois et demi que de vert, et on est encore tellement loin des moyennes mobiles. Ça, c'est pour savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière. On a tout d'abord, faut faire des creux de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, de 1. Et de 2, c'est on regarde si on est au-dessus des moyennes mobiles ou pas. Nous, on est très au-dessus des moyennes mobiles, donc on est en tendance haussière, c'est confirmé. Mais si on regarde un weekly, c'est assez rare qu'on soit aussi haut au niveau des moyennes mobiles. C'est en bull run, c'est juste quand c'est parabolique, on est vraiment haut. Bah là, c'est clairement le cas. Regardez comment on est très haut. Donc, moi, mon scénario privilégié, ce serait d'aller rebondir au moins sur les 38 000 $. Clairement. Parce que je pense si on rebondit sur 38 000 $, pendant 1 ou 2 mois, on aura un RSI au niveau des 50. Et je pense que là, on aura repris assez de jus pour repartir en tendance haussière. Mais ça me va aussi très bien qu'on revienne sur les 32 000 $. Les 32 000 $, j'ai l'impression que ça va être l'apocalypse sur les marchés, parce qu'après, je suis sur Twitter, quelques vidéastes, etc. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment, voilà, un des plus gros cracks, mais franchement, il y a rien d'alarmant. Ok, on se sera pris moins 30%. Alors sachez que, oui, j'ai autre chose à vous passer juste après. Mais au niveau weekly, ce sera juste magnifique. On a un magnifique breakout. Et vu qu'on a un weekly, bah forcément c'est long, mais c'est normal. Breakout, on vient faire un pullback magnifique sur cette zone des 32 000 $. Et ensuite, on peut repartir à la hausse, vraiment sainement. Et je vois par exemple pas mal de vidéastes qui, donc ça, simplement, évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais faites attention, parce qu'il y en a qui vendent et qui rachètent, et qui essayent de jouer à ce jeu-là, et je pense que c'est un jeu qui est trop dangereux. Il y en a qui vendent, par exemple, ça vidéaste que j'aime bien, qui a pas de nom évidemment, mais je l'aime bien. Hop, je vais vous montrer un de ces mots, il faut faire attention.
Et par exemple, il dit, moi j'ai vendu, et voilà, je l'avais anticipé cette baisse, et je vais racheter plus bas, et j'attends toujours plus bas. Mais non, sur le long terme, tu perds. Parce que ce que la majorité des gens qui ont regardé la vidéo aujourd'hui ou il n'y a pas longtemps ne savent pas, c'est qu'il n'a pas vendu hier à 48 000, il a vendu aux 33 000 ici, lorsque le RSI commence à être à 70. Alors oui, l'analyse est bonne. Quand le RSI est à 70, oui, c'est un surachat. Est-ce qu'il faut vendre? Non. Donc moi, le scénario que je préconise, c'est qu'on descende autour des 35 000 dollars. Est-ce que je vais vendre aujourd'hui mes cryptos? Ben non, parce que si je me trompe, je vais perdre beaucoup plus que ce que je vais gagner si j'ai raison. Ok. Donc sachez que si le Bitcoin va aux 35 000 dollars, moi sur mon portefeuille global, je me prends 35, un moins 35, moins 30%. Ça fait beaucoup d'argent, enfin ça fait vraiment mal. Mais c'est pas pour autant que je vais vendre mes cryptos, parce que si j'ai raison, ça fait comme ça, et je rachète tout ici, mais déjà ça n'arrivera pas. Parce que lorsque le Bitcoin descendra ici, les cryptos que moi j'ai n'auront pas fini de descendre, etc. Donc c'est impossible. Mais celui qui arrive, c'est un jeu, il est plus fort que Warren Buffett, donc franchement félicitations à lui, et allez le suivre lui, et si vous pouvez, bah, vous m'envoyez son numéro, comme ça il peut gérer mes investissements pour moi. Donc ça c'est dans le cas où j'ai raison, chose que j'aurais pas raison, et dans le cas où j'ai tort, bah, le marché il fait juste ça, et ensuite il repart à la hausse, il y a plein de monde qui attendent toujours plus bas, et en fait, ils vont racheter ici, ici et ici. Parce qu'ils ont eu tort, et ici, ils vont pas le dire. Et ils vont le dire une fois sur 35, lorsque le marché commencera à descendre, mais ils n'auront même pas racheté. Et là, ils vont fanfaronner en disant, ouais, je vous avais prévenu. Mais oui, on peut supposer, etc. Mais pour moi, on gagne de l'argent en étant investi sur les cryptos. On a 2 ans et demi de chute, de bear market, de zone d'accumulation. Pendant 2 ans et demi, on ne fait qu'acheter. Et tu ne revends pas. Oui, tu mets ton salaire dedans, oui, tu saignes, tu mets pas de beurre dans les épinards, mais tu rachètes, et ensuite tu as un an où tu ne fais que vendre. Moi, fin d'année 2024, début 2025, je ne remettrai plus $1 dans les cryptos, évidemment, et même lorsque je vendrai des dossiers, je vais pas réinjecter des USDT. On a 2 ans et demi où tu ne fais qu'acheter, ici tu ne fais qu'acheter, et ici tu continues à acheter, ça s'appelle la zone d'accumulation, et on revendra, et nous on revendra ici, ici, ici. Et la jolie image, j'essaie de vous la trouver, mais je ne l'ai plus retrouvée. C'est 2 types d'investisseurs. Moi, un peu, j'achète ici, 20 000 dollars par exemple, peu importe, j'achète au prix d'aujourd'hui, et je me mets ma zone d'entrée, ma zone de sortie qui est là. Par exemple, parce que moi, mon pari, je suis investisseur, je suis pas trader, je sais, et même je pense, que dans 1 an et demi, 2 ans, on sera ici. Donc peu importe ici qu'on fasse des cercles, qu'on aille en bas ou pas, tant que je sors ici, c'est tout ce qui m'importe. Parce que je veux maximiser ma chance de sortir ici. Et si je vends mes bitcoins ou mes cryptos aujourd'hui, et bah, qui me dit que je vais pouvoir les racheter là? Personne. Parce que personne ne le sait. Donc moi, à la fin, en fait, sur un graphique, sur le long terme, je vais voir mon prix d'entrée, mon prix de sortie, c'est tout. À l'intérieur, je m'en fous. Qui peut monter, il peut retoucher en bas, il peut retoucher en haut, il peut dépasser. Tant que je le vends ici, c'est pas grave. Et donc celui qui essaye de timer le marché, vendre ici, acheter ici, vendre ici et acheter ici, s'il y arrive, il a fait une performance de dingue, mais s'il n'y arrive pas, il va même pas réussir l'objectif initial qui était d'acheter ici et de sortir au niveau des 150 000 dollars, disons. Donc franchement, plus tu fais de mouvements sur ton investissement à long terme, plus tu t'ouvres à l'erreur. Et des erreurs, tu t'en feras, c'est sûr. Donc très dangereux pour moi de jouer au trader et d'essayer de vendre au début d'un marché, d'un bull run. Voilà. Maintenant, assez de temps passé sur Bitcoin, passons sur Zephyr, hein, c'est le dossier que je vous ai passé pas mal de fois. Malheureusement, hier, heureusement, on avait ravalé cette mèche, c'est ce qu'on disait, on avait regagné le support, on avait ravalé une mèche, c'était très bullish, mais malheureusement, évidemment, si le marché fait moins 5, moins 10%, Zephyr va pas surperformer et contre-performer, et il va aller à la baisse. Là, ça dépend encore une fois de la clôture daily, clairement ça sent mauvais, notre prochaine zone des supports c'est au niveau des 5, alors ça semble à moins 70% encore, ça peut faire très très mal, attention, mais graphiquement c'est la conséquence de monter en ligne droite. Donc on va voir où est-ce qu'on en sera. Niveau ETH, c'est très bullish. ETH représente pas mal de force comparé au BTC. Hein. On voit qu'on a breakout et on va faire un pullback sur un support. Donc il n'y a rien d'alarmant sur ETH. Et l'ETH BTC qui a réintégré le range. Comme on l'avait dit il y a 2 jours également, pour l'instant on a réintégré le range. L'idée c'est de revenir à la partie haute du range. Donc je pense que ETH a été un bon mouvement pour notre portefeuille d'I4 ou 100K. En parlant de ça, je vais faire un petit update sur les dossiers que je fais. Vous savez, cette semaine j'ai fait une vidéo daily et une vidéo dossier par jour. Chose que je ne maintiendrai pas très longtemps parce que ça prend énormément de temps. Et même pour vous, je pense que c'est pas l'idéal. Parce que regarder 2 vidéos par jour, c'est beaucoup, hein, ce qui est rare de la valeur. Donc je pense que sortir une vidéo dossier tous les 2-3 jours, c'est mieux pour un rythme de croisière. Et même pour moi, parce que tout simplement, moi, je le vois sur mes investissements, mais en fait, je mets ça en priorité. Et en fait, il y a même des dossiers que je veux personnellement
pour mes investissements ou des choses que je dois faire que je ne fais pas parce que je n'ai plus le temps de le faire. Donc même pour moi, c'est pas un rythme qui est soutenable. Mes niveaux, donc niveau update sur le dossier, sur le projet 10K ou 100K. Ici, on n'a pas Fideum. Fideum, on l'a acheté ici hein, à 0,14, on l'a acheté au bottom près, pile, et on a fait plus 30-35% depuis, donc clairement bien. Et c'est pas répertorié sur Finari. Mais sinon, on est bien. Hein. On est à plus 3-4%. C'est déjà des rendements qui sont sur une année en bourse. Donc nous, on est à l'aube du bull market, on est déjà très bien. Pas besoin de changer pour l'instant. On va pas tarder à vendre nos Ethereum, je pense. Parce que plus le marché est rouge comme ça, bah, plus il y a des opportunités sur les altcoins. Et donc, ce que j'avais dit, hein, mais ma réserve de stablecoin, ça va être mes ETH. Voici sur Fideum. Et aussi, je vais vous passer donc, update du dossier sur Kaspa Mining. Kaspa Mining, c'est fait au rug pool. C'est mon premier rug. Donc, parce que je ne suis pas très familier, je ne suis pas fan des shitcoins, etc. J'en fais depuis quelques mois, parce que c'était la shitcoin season. J'avais gagné un peu d'argent, quelques milliers d'euros, et c'est cet argent-là que j'ai réinvesti dans Kaspa Mining. Donc ça s'est fait rug. Malheureusement, c'est chose que je ne savais pas au moment, où je faisais cette vidéo, c'est qu'il y avait des débutants qui arrivaient sur la chaîne. Moi, ma chaîne est toute petite, c'est tout début, donc je pensais que le contenu, il allait être montré ou poussé par YouTube que à des gens qui sont à l'habitude de regarder des contenus crypto et du coup qui sont assez confirmés, on va dire. Mais il y a eu des débutants, malheureusement, qui ont regardé cette vidéo, même des gens confirmés. Et donc on a tous perdu de l'argent, ceux qui m'ont suivi ont perdu de l'argent. Donc je pense avoir mis assez de disclaimers. Clairement, je suis regardé la vidéo, il y a des disclaimers de partout, pareil sur Telegram, quand on m'a demandé, il a fallu demander 3 fois, et on était plusieurs à dire à une personne qui voulait acheter, de faire extrêmement attention. Donc ma décision, moi, elle était bonne. Si je devais la reprendre, je la referais. Ça arrive de perdre de l'argent, j'étais prêt. Au moment de l'investissement, pour moi, j'ai pris la bonne décision avec les infos que j'avais. J'ai mis 1%, 1,5% de mon capital. Le ratio risque-récompense était bon. Donc franchement, à refaire, je le referais. Si quelqu'un a perdu de l'argent à cause de ça, c'est pas de chance, mais on va gagner plus dans les autres mouvements. C'est pour ça qu'on on manage notre risque. Hein. Et si ça peut vous reconforter, sachez que celui qui a le plus perdu, il y a de grandes chances que ce soit moi. Parce que moi, j'ai pas perdu une somme à 5 chiffres, mais j'aurais pu sortir avec une somme à 5 chiffres. Donc j'ai eu un manque à gagner de 5 chiffres. Donc il y a peu de chances qu'il y ait un de vous qui ait eu une aussi grosse perte. Donc le premier dégoûté, c'est moi. Mais encore une fois, maintenant, en tant qu'investisseur, est-ce que la décision que j'ai prise était bonne? Bah oui, ça correspond à mon profil, ça correspond à mon risk management. J'ai mis la bonne allocation de 1 ou 2%. Donc clairement, c'est parce que j'ai ce profil-là que j'ai perdu cette somme-là. Et c'est aussi parce que j'ai ce profil-là que je peux gagner des grosses sommes sur des plus gros dossiers comme Tao ou Kaspa. Parce que ça me permet de mettre 25-30% sur des dossiers comme ça qui me rapportent beaucoup. Donc franchement, est-ce que je m'en mords les doigts? Non. La seule chose que j'apprends, parce qu'il faut toujours apprendre, c'est que j'aurais dû sortir avec au moins ma mise de départ lorsque j'étais à x2. Parce que j'ai fait x2, j'ai pas voulu sortir avec ma mise de départ, je me suis dit, pour moi cet argent il est perdu, tant pis, et ben en fait j'aurais dû ressortir avec ma mise de départ. Donc voilà, c'est l'apprentissage que j'apprends, et la prochaine fois, lorsque je serai face à une situation semblable, et ben je sais quoi faire. Du coup voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté, mettez-moi en commentaire si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, ou quoi que ce soit, des choses à dire, mettez-les en commentaire, ça me fait très plaisir, et je vous dis tout à l'heure pour un dossier, je pense, pas sûr, parce que j'ai pas mal de choses à faire, même niveau investissement personnel, donc je pense, mais pas sûr. Donc je vous dis ciao ciao, passez une excellente soirée, et ciao ciao.